Kwai, salut. Bienvenue à Juste pour vivre, les voix du Nitassinan. La chanson traditionnelle Angoa que vous venez d'entendre est interprétée par Christine Chamberlain. Jinash Kumetin, Christine, merci. Jinash Kumetin aussi à Michael Paul qui interprète et offre en version acoustique sa pièce Pachikutar que je dépose à la fin du balado. J'ai réalisé cette série d'entrevues grâce au précieux soutien financier du Fonds d'appui à l'engagement étudiant et grâce à l'aide de l'équipe de la radio CFAC de l'Université de Sherbrooke. La profondeur qui se dégage de ces entrevues avec des gens qui m'étaient auparavant inconnus est assurément liée à la qualité de présence de Stéphanie Leclerc et de Charles Potier-Levasseur. J'ai effectivement eu la chance d'être accompagné dans cette aventure par mon amoureuse, avec son écoute entière et pleine d'humanité, et par un être sensible et brillant avec qui nous nous sommes liés d'amitié durant ces 10 jours chargés en révélations et en émotions. Le mardi 30 juillet 2024, nous sommes partis dans cet immense territoire ancestral Innu qu'est le Nitassinan. Les récits, parfois poignants, des gens que nous avons rencontrés nous ont profondément marqués. À vous maintenant de vous laisser toucher par leur histoire. On rencontre Mathieu et son ami Yann parce qu'ils ont tous deux contribué activement à la démarche de protection de l'une des grandes rivières sauvages du Québec. Une des dernières, la rivière Macpay. Nous sommes à quelques kilomètres des archipels du même nom, de la communauté Innu d'Equanichit et d'Arve-Saint-Pierre. Un véritable coin de paradis. Bonne écoute. Je vais essayer de vous présenter brièvement Mathieu Bourdon. Oui, exact. Qui dirige l'entreprise Nordiac. C'est Noriac, Noriac Aventure. Ouais. Noriac Aventure, donc bon, c'est pas très original. Le Nord, puis kayak, fait que ça fait Noriac Aventure, mais ça sonne bien. Il y avait quelqu'un qui me dit « Ah, ça c'est super, ça sonne très bien. » Fait que c'est pour ça qu'on s'est pas cassé la tête. Il fallait que le lendemain, ça soit cané. Fait que c'est ça, Noriac Aventure. Mais toujours été un peu dans là-dedans, dans le tourisme d'aventure, faire découvrir aux gens les beautés de la nature. C'est vraiment ça ma passion. Là. Fait que voilà. Depuis combien de temps veux-tu juste nous situer dans le temps? Ben, je suis arrivé ici en 96, sur la Côte-Nord, pour justement guider. J'avais accroché sur cet emploi-là. C'était un emploi de guide de kayak de mer à l'époque qui était annoncé ici, mais la petite compagnie s'était établie dans le village de Macpay. Fait que moi, c'est ça, en fait, qui avait accroché mon œil parce que je travaillant dans le domaine des rivières, de la descente des rivières. La rivière Macpay était déjà mythique à l'époque. Là, fait que des vieux guides m'avaient dit ça. Là, la rivière Macpay, c'est super, vraiment, faut aller voir ça un jour. Fait que moi, c'est ça qui avait accroché vraiment qui a accroché mon œil. Puis finalement, je suis arrivé comme ça. Ici, j'ai venu guider. Étant kayakiste, je suis venu comme guide de kayak de mer. C'est l'été où j'ai tout appris en kayak de mer, en mer. Fait que voilà, c'était l'été du déluge du Saguenay. Fait que ça a été un été là, de découverte. Et c'est ça qui a fait que je suis jamais reparti finalement. Je suis adopté la place. On a avec nous aussi Yann Troutet. Troutet, exact. Qui était ici avant Mathieu ou après en même temps? Non, bien après, au début des années 2000, ayant été recruté par Canada pour d'abord travailler dans d'autres parcs, puis éventuellement me faire proposer une occasion à l'archipel de Mingan, qui est un parc national fédéral. Je suis venu tenter ma chance dans le coin pour voir comment ça me plairait. Puis ça a été un peu comme pour Mathieu, un certain coup de foudre. Là. J'avais, dans les années 90, travaillé sur l'île d'Anticosti, trouvé que la météo, le milieu, le climat était vraiment à mon goût. Puis c'est ce que j'ai retrouvé en déménageant en Mingani. Puis ça, c'était en 2005.
Pour les auditeurs et auditrices, comment vous vous êtes rencontrés, vous deux? Vous avez eu une rencontre en lien avec vos implications, non? Oui, je peux peut-être le raconter. Mathieu était donc dans la région depuis longtemps, avait fait beaucoup de plein air, avait aussi travaillé un petit peu pour Parc Canada comme menuisier. Son approche de la mer passait maintenant par les gros bateaux de Parc Canada. Puis on se croisait à l'occasion par le travail, l'été où moi j'ai commencé à travailler, et surtout à travers ma patronne à Parc Canada qui m'encourageait à tout faire mon possible pour passer du temps avec Mathieu parce qu'elle trouvait qu'on aurait des intérêts communs. Nous a poussé à nous rencontrer. Puis quand Mathieu a découvert que je m'intéressais aussi suffisamment aux rivières pour m'être acheté un canot en Royalex, capable de faire des rapides puis du surf, ben là, il m'a pris sous son aile pour dire « Ah, OK, ça, c'est un gars qui arrive de l'extérieur, mais qui va peut-être vouloir coller ici un peu puis faire le genre de choses que Mathieu aimait déjà faire. » Puis c'est devenu une amitié assez rapidement, là. Et parlez-nous un peu de l'apparition d'associations Eau Vive Mangani. Est-ce que vous l'avez partie? Elle existait déjà avant que vous arriviez? En fait, elle existait peut-être informellement. Yann est arrivé dans les années 2005, justement. C'est un peu joint à une petite communauté ici là, qui on pagayait déjà ensemble. Par exemple, chaque année, on faisait la descente de la rivière Macpaille. Tout était informel, c'était pas un vrai club, c'était juste des amis qui se regroupaient ensemble. Fait que, bon, écoute, de l'ordre de 6, 7, 10 personnes, là, peut-être. Là. Yann s'est joint à cette gang-là. L'association Vive Mangani, on a senti le besoin de créer ça. C'est suite à des menaces de perdre finalement ce qui nous était les plus chers. Là. C'était les rivières là, finalement de la région. Fait que c'était un peu de se structurer finalement pour donner une voix aux pagayeurs, aux amoureux de la rivière, puis aux rivières aussi. Fait que c'est ça le pourquoi on a créé l'association. Moi, Mathieu, il se moque souvent de moi parce que je connais toutes sortes de détails, mais je pense que ça remonte littéralement c'est soit le 31 juillet, ce qui ferait exactement jour pour jour l'anniversaire de la journée où on se rencontre puis où on se parle aujourd'hui, ou sinon c'était le 1er août de 2009, spécifiquement parce que au mois de mai de 2009, suite à des longues consultations par le Bureau d'audience publique en environnement du Québec, dans la région, et suite à l'approbation du projet de complexe hydroélectrique qui allait se bâtir sur la rivière Romaine, il y a eu des tractations à l'interne, il faut croire, d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec. Puis Jean Charest a fait l'annonce, si je me souviens bien, ces détails-là, je les perds un peu, là, mais à la toute fin du mois de juillet, avait fait l'annonce finalement du début du développement hydroélectrique à grande échelle en Mangani, que le projet Romaine devait être le premier d'une série de grands projets qui allaient être bâtis dans la région. Puis là, Mathieu et moi, on s'est dit, il faut qu'on fasse de quoi, il faut prendre parole publiquement. Puis, sous la plume de Mathieu Bourdon, on a publié une lettre d'opinion dans Le Devoir. Puis, on s'est dit, ben toi, moi, Mathieu, puis toute notre gang d'amis, là, faut qu'on ait un nom, là. Puis, ça a été l'association Eau Vive Mangani qui a eu son nom sous la signature officielle de Mathieu dans cette lettre d'opinion-là, publiée dans Le Devoir, comme je disais, 1er août, je pense, 2009. Oui, effectivement. Yann se souvient tout le temps de tout. Yann est fatigué, là. C'est comme s'il y avait la puce Google installée directement. Mais c'était peut-être le 31 juillet, là. Ouais. Je ne mettrais pas ma main au feu. 31 août 1er, je n'aurais même pas dit la date, mais bref, tu sais, l'idée générale là-dedans, c'est que on était une petite gang, tu sais, qui était très inquiet des visées du Parti libéral là, sur l'ensemble des rivières de la Côte-Nord, sur ce déploiement-là à grande échelle. Parce qu'il faut comprendre que quand on habite la Côte-Nord, ben puis on aime la nature, mais c'est un peu
Les rivières, ça va de soi. Là. C'est normal d'aller sur les rivières, c'est normal d'aller pêcher, c'est normal de vivre des rivières. Tu sais. On est là l'automne, beaucoup. Là, à partir du mois d'août, il n'y a plus de mouches, puis on embarque sur les rivières, puis l'automne, on y va beaucoup. Fait que c'est sûr que ça devient... c'est comme si on se faisait enlever, on sentait une menace de se faire enlever une partie un membre là, quasiment. Là, c'est aussi fort que ça. Là. Fait que c'est pour ça. Tout le monde a embarqué, tous les membres là, de ce petit club-là là, ont embarqué, puis tous ensemble, on a décidé d'appeler ça comme ça. Et puis, on a officialisé notre affaire pour avoir une voix, puis je pense que c'est de là, finalement, que tout a commencé, du moins officiellement, là, finalement. Vous étiez très attaché, en fait, comme avec les autres personnes qui étaient dans l'association au territoire. On l'est toujours. Vous l'êtes toujours, mais c'est intéressant parce que puis, souvent on entend chez les premiers peuples que leur identité est liée au territoire. Puis on aurait dit que quand je t'écoute, Mathieu, je sens qu'il y a de ça aussi. Là. Il y a ton attachement. Puis si on t'enlevait les rivières, est-ce que tu n'aurais pas l'impression que tu perdrais une partie de toi-même? Oui, tout à fait, mais je pense qu'il n'y a pas juste moi, en fait. Quand tu habites la région ici, je pourrais parler, là, puis je ne serais pas gêné de le faire, de plusieurs personnes qui habitent en Mingani, qui sont des chasseurs, qui sont des pêcheurs, ça fait partie d'eux autres, d'aller dans des territoires qui sont naturels, qui ne sont pas artificialisés, qui sont... que tu peux rentrer avec une scie mécanique, là, puis ouvrir ton propre sentier, puis c'est ton sentier. Tu peux faire ta ligne de trappe partout où tu veux. Tu peux avoir ton camp de chasse. Tu peux... c'est pas réglementé. Fait que c'est comme une grande liberté, ça. Puis ça nous rapproche vraiment à ce que... C'est quoi que l'humain est vraiment par rapport à la nature. C'est quoi qui empêche l'humain d'être en rapport direct avec la nature, ben c'est de l'artificialisation, c'est des restrictions, c'est de la paperasse. Fait que là, finalement, tu as des règlements. Ça t'en finit plus, puis finalement, tu n'es jamais en lien direct avec la nature. Ça te prend un droit d'accès pour aller là. Mais ici, c'est à Côte-Nord, pas partout, mais du moins en Mingani, dans la majorité des endroits de la Mingani, on a cette espèce de grande liberté-là. Je pense que ça, les gens de la Mingani, ils sont très attachés, très, très attachés. Puis c'est ça aussi les rivières, c'est ça les lacs du territoire. Fait que tout ça mérite d'être protégé. Puis ça a une grande valeur, là, ça a une grande valeur. En 2024, moi, je pense, ce genre de territoire-là a une grande valeur. On écoutait en montant le balado Sous les barrages, qui est un tout nouveau le balado de Jean-Luc Canapé, qui parle de Pessamit et de leur histoire. C'est fascinant. Je vous invite un jour à l'écouter. Il parle de la relation qu'avaient les premiers peuples quand ils montaient les rivières pour se rendre sur leur territoire et autres. Et en jasant avec mon amoureuse puis Charles, on se rencontrait. Et ce qui résistait, c'est la notion d'être en forêt implique une notion d'effort parce qu'il faut que tu composes avec les éléments, il faut que tu montes, mais en même temps, il y avait la notion de fierté d'appartenir à ce territoire-là, puis le rapport de ce que tu pouvais engendrer par l'effort que tu y mettais. Est-ce qu'on le retrouve aussi dans les pratiques que vous faites? C'est sûr, hein, on est tous humains, puis cette récompense-là, il y a des gens qui la retrouvent de différentes manières, soit par l'agriculture, par le sport. Le sport est devenu de plus en plus artificiel, mais par la navigation, simplement se déplacer dans le monde, surtout dans un monde comme la Mingani, où il y a un ruban d'asphalte qui longe la côte, puis si tu veux aller où que ce soit ailleurs, il faut que tu inventes ton système qui te permet d'aller voir autre chose que le ruban d'asphalte qu'on appelle la route 138. Ben, ça implique un engagement qui est un peu plus important que de s'asseoir dans sa voiture puis de tourner la clé. Puis ça engage l'esprit, ça engage le corps. Puis tout ça, évidemment, là, quand la petite réussite que tu as quand tu t'éloignes de 100 mètres de la route puis que tu as atteint un endroit
qui ne t'était pas accessible sans ce petit effort-là, ben, ça comporte une récompense. Puis cette récompense-là, ben, je ne sais pas si c'est le système dopaminergique ou ce que c'est qui fait que dans notre corps, ça éveille quelque chose, mais je pense que c'est commun chez beaucoup d'humains d'avoir ce vécu-là. Dès qu'on s'éloigne de quelque chose qui est un peu plus confortable ou qui est le confort de base, on en retire une énergie qui n'est pas là sans s'en éloigner. Nous, ce qui nous avait marqué, c'est quand on écoutait leurs récits, il y avait vraiment de l'inspiration vis-à-vis leur bien-être et leur bonheur qui était bien au-delà du matériel et de tout ce que nous, on va chercher comme bien-être dans des dispositions de confort matériel. Souvent, on entend le commentaire « Hey, c'est la décroissance » ou « Hey, on va pas réduire la croissance parce qu'au final, on va pas retourner à avant », mais au final, il y a une notion de bien-être en nature, une fonction de bien-être ensemble dans la nature. J'imagine qu'il y aura beaucoup d'entraide, même chez vous, quand vous descendez les rivières. C'est ce qu'il évoquait aussi quand ils montaient les canaux. Il y avait une notion d'entraide qui était très forte. Ça tisse des liens avec la nature. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous vivez ou qui évoque quelque chose chez vous? Ben, moi, je pense tout à fait. Là, les êtres humains sont des êtres à deux pattes, deux bras. Là. C'est pareil, que ce soit qui soient autochtones, allochtones. Le rapport à la nature reste finalement, là, je pense, le même. À partir du moment qu'on y va, dans la nature, ben, on devient des êtres humains dans la nature. Finalement, peu importe la race, la couleur. Tu disais, quand on descend, c'est drôle parce que c'était comme si les Blancs ou les Autochtones descendent les rivières, puis les Autochtones montent les rivières. Mais en fait, nous autres ici, en Méganie, on n'a pas le choix aussi de les monter, les rivières, parce qu'il n'y a pas de route qui va nous porter en haut juste pour qu'on les descende. Fait que c'est vrai que c'est très en général, mettons, les clubs de canot, dans les régions de Montréal, Québec, des grands centres sont portés à faire des descentes de rivières, mais ici, on fait les deux, en fait. Soit des fois on trouve des moyens pour se rendre plus haut, mais aussi on va monter, faire des boucles sur les rivières. C'est notre méthode aussi de voyager, fait qu'on s'adapte au territoire. Ça veut représenter quoi? Je suis curieux. Est-ce que vous faites en plus d'une journée, des fois, vous partez, puis ça l'implique... des différentes nuits, puis là, vous descendez. Ça peut l'air de quoi, les... Ben, ça dépend des endroits, parce qu'il y a plusieurs rivières à Méganie. Si on parle juste de la Méganie, là, il y a plusieurs rivières. Il y en a qui se remontent plus facilement que d'autres. La Macpaye, elle se remonte bien. Par exemple, sur les 15 premiers kilomètres, là, je pourrais dire, là, elle se remonte plutôt bien. Après, ça devient plus difficile, plus escarpé. Les rapides commencent à être de plus en plus fréquents. Il y a d'autres rivières qui sont beaucoup plus faciles à remonter. Je pense à la Mingan, je pense à la Manitou qui mène au lac Manitou. Fait que oui, ça arrive. Par exemple, justement, là, au mi-juin, j'étais là remonter la Manitou pour aller au lac Manitou, faire une pêche, puis redescendre tout le long de la rivière en pêchant. Fait que c'est aussi ça, c'est pas juste le sport. Le sport n'est finalement, c'est un prétexte pour se retrouver dans la nature. C'est un moyen de transport. Moi, du moins, c'est comme ça que j'aborde oui, j'aime être dans un canot. J'aime l'eau vive. J'aime ça naviguer, mais j'aime aussi ça pêcher. J'aime colter, j'aime être dans la nature, être sur le bord d'un feu le soir. Fait que c'est ça, oui. C'est pas juste le sport en soi, c'est pas la fin en soi, là, finalement. Là. Voilà. On va revenir à vos débuts. Jean Charest qui lance cette idée-là de venir harnacher plein de rivières. Et est-ce que vous voulez repartir de là et nous expliquer un peu quelles ont été vos démarches, comment vous avez vécu tout ce qui a suivi? Ben j'ai le goût de dire le nuage ou le contexte dans lequel cet effort-là s'est déployé, c'était l'arrivée du plan Nord. C'était vraiment le message politique qui venait du gouvernement du Québec. C'était la plateforme électorale, si on veut, là, pour
essayer de faire élire un gouvernement qui voulait inspirer aux Québécois l'idée qu'on allait revivre un déploiement comme celui qui avait été vécu à la baie James, là. Mais à la différence que entre 1970 et 2009, alors que le rouleau compresseur du développement hydroélectrique s'était finalement insinué dans à peu près tous les coins du Québec, il n'en restait pas beaucoup là, des grandes rivières où le potentiel hydroélectrique pouvait vraiment se concrétiser. Les quelques grandes rivières où le potentiel était facilement accessible et où on pouvait entrevoir que plusieurs projets allaient être lancés, ils sont tous ici. Là. C'était la Romaine, c'était une série de petits barrages qui ont été proposés, parce qu'il y a eu des appels aussi pour les mini-centrales qui ont été proposés sur à peu près toutes les chutes qui sont pas loin ici dans l'arrière-pays. C'est évidemment la Petite Mécatina, mais on parle aussi de la rivière Agouaniche dont on n'a jamais parlé, mais qui a un potentiel d'environ 600 MW, puis la rivière Macpaie qui a un potentiel d'environ 850 MW, puis tous ces potentiels-là sont connus, puis ils n'existent pas ailleurs non plus. Donc, clairement, on sentait, si on veut, le spot là, se tourner vers une région qui, jusqu'à récemment, avait eu très, très peu avait attiré très, très peu ce genre d'attention industrielle. Fait que dans le fond, les débuts de l'association Eaux Vives Maganie, c'était en réponse à l'annonce d'un plan Nord qui comportait beaucoup de menaces au milieu naturel. Alors que le milieu naturel, on nous promettait aussi de le protéger à 50%. C'est-à-dire que le plan Nord, on le vendait à la population comme étant le projet qui allait permettre de faire un grand développement industriel du nord du Québec, mais où on allait aussi, en même temps, en protéger la moitié. C'était ça l'entente. Dans le plan Nord, c'était on protège 50% du territoire nordique. Puis nous, on a profité un peu de cette double promesse pour dire « Ah, OK, si ça veut dire qu'on se permet d'harnacher des rivières qui ont encore un potentiel hydroélectrique, on est en train de vendre au public l'idée qu'on allait protéger l'équivalent. Le 50-50, on coupe la poire en deux. Donc, on s'est engagé dans ce filon-là d'essayer de trouver quel serait l'équivalent qui permettrait au gouvernement du Québec de pouvoir dire honnêtement qu'on allait protéger quelque chose en contrepartie pour la disparition d'une très belle et très grande rivière, qui est la rivière Romaine, qui n'existe plus. Puis ça nous a tourné vers la Macpaie de façon à la fois émotionnelle, mais aussi très, très rationnelle. On s'est penché sur des papiers puis des analyses, puis on a commencé à documenter ça. Ça a été une grosse partie du travail de l'association Eaux Vives là, pendant les consultations qui ont touché le projet hydroélectrique de la rivière Romaine. Qu'est-ce que ça a impliqué comme compétences et comme démarche concrète? Là? Vous étiez, je vous ai entendu avant l'entrevue raconter que toi, t'amenais certains éléments de compétences et d'autres. Comment vous avez réussi ensemble à monter quelque chose d'aussi fort qu'après ça, ce qui a suivi avec les autres partenaires dans en fait, c'était je pense que ça vient de Yann, surtout, c'est sa manière d'être capable de synthétiser les informations, souvent qui existent déjà, mais juste d'être capable de les synthétiser, de les écrire et puis de les rendre disponibles, là, finalement, que ce soit dans des commissions, audience du BAP ou commission énergétique, etc. Par exemple, Yann a... c'est assez connu, là, par exemple, les rivières, comment c'est coté pour savoir, par exemple, telle chose, ça c'est un rapide de classe 2 sur 400 mètres. Fait que c'est assez standardisé comme type de cotation. Et puis, entre autres, Yann a trouvé comme une espèce de formule qui permet par la multiplication, par exemple, de la cotation plus de la longueur du rapide, d'être capable de comparer des rivières entre elles. Fait que ça a été, entre autres, une des... ça a été, à un moment donné, ça a été comme... Moi, je le voyais pas direct au départ. Je dis, ouais, OK, c'est une bonne idée. Mais là, Yann, oui, ça permet vraiment, c'est très clair. Regarde, Mathieu, ça fait ça.
Ben oui, OK, si tu penses, go. Fait que là, c'était comme, c'est devenu l'indice au vive, l'indice AEVM. Fait que ça provient entre autres de Yann. Fait que des fois, c'est ça qui a été la base pour comparer certaines rivières entre elles. Puis, par exemple, de se dire que la rivière qui se compare le mieux à la rivière romaine, selon des critères objectifs, c'est la McPaille. C'était une des manières de comparer. Là. C'était pas la seule, mais ça en était une. Fait que ça nous a permis, entre autres, là, de soumettre ça là, aux audiences du BAP là, pour le projet Romaine, entre autres. Puis ça a été repris par les commissaires comme étant quelque chose comme... ça disait quoi, Yann, exactement? Ça disait quelque chose comme de protéger, il recommandait de protéger une rivière avec des caractéristiques esthétiques, récréatives, équivalentes. Mais clairement, cette rivière-là, c'était la rivière McPaille. Ouais. Est-ce que déjà au BAP, il y avait déjà les alliés qui allaient venir, qui sont la SNAP, le Conseil Innu et... non? Non, ça, c'est venu par la suite. Donc, vraiment, on a fait un petit exercice entre nous pour mettre en lumière... c'est les différentes rivières de la région qui sont très peu connues, puis pour lesquelles les commissaires du BAP, évidemment, eux ont soif d'informations, mais ils ne peuvent pas forcément inventer des informations dont ils ne sont pas nécessairement au courant. Fait que de pouvoir de mettre en lumière les caractéristiques vraiment là, purement objectives qui nous permettaient de comparer les rivières de la région avec d'autres rivières du Québec et d'autres rivières même au niveau international, ça a vraiment mis en lumière quelque chose qui était frappant, et c'est le fait que de toutes les rivières qui restent au Québec, la Romaine en était une qui comportait énormément de chutes et de rapides, puis la seule autre qu'on connaisse qui a un montant comparable de chutes et de rapides et une densité de chutes et de rapides, comme le disait Mathieu, là, si on calcule un espèce d'indice objectif, c'est la rivière McPaille. Fait que si on voulait compenser pour quoi que ce soit au moment de la disparition de la Romaine, il fallait nécessairement se tourner vers la McPaille pour envisager la protection d'une rivière équivalente. Puis c'est ce que les commissaires ont repris, puis ils ont détaillé le fait que, bon, effectivement, au Québec, jadis, le Québec était composé de nombreuses rivières d'eau vive qui ont presque toutes disparu, du moins les plus grosses. Puis ce succès-là qu'on a eu avec le BAP, lui nous a permis ensuite de se tourner vers la Société pour la nature et les parcs du Québec, la SNAP, pour leur dire, écoutez, on a quelque chose là, on tient quelque chose qui est une recommandation ferme du BAP qui nous permettrait peut-être de faire du millage là, en termes de campagne de protection d'une grande rivière au Québec. Puis, c'est probablement l'argument qui, eux, les ont convaincus. On a eu aussi notre message a été assez bien reçu au niveau de la MRC, de la municipalité régionale de comté de la Mingani, qui voyait qu'on avait effectivement marqué des points, qu'on avait amené sur le terrain une information qui était utile pour le débat public. Puis ultimement, ces organes-là, puis aussi à travers la personne de Mathieu, qui connaît bien le Conseil des Inuits des Coinchites, qu'on a gagné aussi la faveur et l'intérêt, la curiosité, non seulement de la communauté des Coinchites, mais d'un regroupement de communautés qui ont voulu fréquenter la rivière puis la connaître également, ce que Mathieu a réussi à rendre, disons, opérationnel, parce que c'est quand même pas facile de mener des grandes expéditions sur la rivière McPaille. Je ne sais pas si Mathieu... tu peux... Mathieu, explique-moi un peu là, ce qu'il vient de dire, c'est que les communautés ne montaient pas nécessairement la rivière ou la connaissaient pas de la même manière que toi, puis c'est toi qui as organisé... Bien, en fait, la pratique, je dirais, sportive, là, de descente de rivière, dans les communautés Inuits, c'est pas quelque chose de très populaire, là, je dirais. Fait qu'en fait, on a rendu accessible quelques années durant. Ça a duré 5 ou 6 ans. On a eu surtout la communauté des Coinchites au départ. Après ça, des communautés de la Basse-Côte là, qui sont venues jusqu'à Pakwashipi, même des gens qui sont venus descendre la rivière. Fait que ça s'adressait surtout à des jeunes de 15 à 25 ans des différentes communautés.
Et puis, on le faisait une fois ou deux fois là, par été pour vivre ça avec eux. Fait que ça a été... il y a plusieurs jeunes qui sont découverts, je dirais pas une passion, mais qui ont découvert une autre manière d'aborder la rivière, puis qui était... mais en même temps, qui était... ça faisait partie... C'est un peu... ils sont habitués là-dedans quand même. C'est quelque chose, ça leur fait pas peur. Ils sont bien dans l'eau. Ils vivent souvent... ces jeunes-là savent nager des fois très jeunes. Hein, ils sont élevés sur le bord des rivières. Fait que c'était pas non plus totalement inconnu comme milieu. Puis et aussi, c'était intéressant parce que il y a eu beaucoup de partage là, dans toutes ces descentes-là. Fait que les gens qui venaient, évidemment, ils chassaient aussi, ils pêchaient le long de la rivière. Fait que on le faisait comme ils voulaient le faire, à leur manière. Fait que ça a été des beaux moments qu'on a pu passer avec ces jeunes-là, sa rivière. Fait que oui, ça a duré quelques années, ça. Je dirais comme les années jusqu'à 2010, peut-être, là, quelque chose comme ça. Plutôt de 2010 jusqu'à 2015, quelque chose comme ça, ouais. Est-ce que tu as des exemples marquants que tu as vécu sur la rivière, toi, justement, avec ces communautés-là, des aventures ou des rencontres et des grandes discussions que tu as senti qu'il y avait comme un rapport au vivant qui s'installait, qui était... Ben, c'est certain que moi, c'est pas... moi, je suis pas issu de culture autochtone, là, fait que ça reste quand même... ça reste très différent de la manière dont j'ai été élevé puis de la manière que j'entrevois la vie. J'apprends beaucoup de choses de leur côté, puis j'espère qu'ils apprennent aussi à mes côtés. Mais tout ça pour dire que d'être avec ces gens-là, puis là, c'était plus des jeunes, tu développes, comment je te dirais, en tout cas, il y a des amitiés, certainement, là, qui se sont développées. Puis, il y a une forte reconnaissance là, de la part de ces jeunes-là qui moi, je trouve ça extraordinaire. Je me souviens, quelque chose que peut-être là, qui me revient en tête, c'était que je faisais ça, c'était toujours un peu dans la période où c'était ma fête. T'sais. Fait que je me souviens, là, un jeune, à un moment donné, c'était le jour de ma fête. Là, tout le monde le savait. Puis là, il y avait deux jeunes qui étaient comme en kayak. Trois jeunes. Ils étaient comme en kayak gonflable. Fait que là, on est comme dans une section calme là, de la rivière. Puis là, tout d'un coup, là, ils partent. Là, puis là, ils disent quelque chose en inou, mais j'avais comme pas compris. Fait que là, ils partent à pagayant à toute vitesse. Là, j'y suis. Moi, je suis en kayak. Puis j'y suis. Pour voir là, qu'il y a comme il y a comme une outarde là, qui est en train de... qui semble être blessé, là, puis eux autres, ils l'ont vu, là, tu sais. Mais moi, je l'avais vu, l'outarde, mais j'avais pas vu qu'il était blessé. Mais eux autres, tout de suite, ils ont comme l'œil pour ça, puis ils avaient pu observer ça. Fait que, il y avait peu de profondeur d'eau à l'endroit qui arrive. Ils débarquent chacun de leur kayak, puis là, ils se mettent, avec leur pagaie, là, ils se mettent à entourer l'outarde. Puis un peu comme pas à la menacer, là, mais du moins, là, l'outarde, elle plonge. Puis là, moi, j'étais un peu loin, puis là, je les vois à taper dans l'eau avec leur pagaie, puis tout. Je fais là, ouais, franchement, là, on sait quoi qu'ils font, tu sais. Là, je les vois taper dans l'eau, puis là, c'était quasiment risible, tu sais. Puis on fait ça pendant comme 2-3 minutes, là. Mais, écoute, à un moment donné, là, il y en a un qui se plonge la main dans l'eau, quoi. Puis là, il sort l'outarde, il a tenu par le cou, puis là, il crie « Mathieu, pour toi, pour ta fête! » Fait que là, ce soir-là, on a fait l'outarde grillée au feu, tu sais. Fait que c'est ça. C'est des moments de même, c'est de la simplicité. C'était l'outarde plumée direct sur le feu. C'est extraordinaire. C'est des bons moments. Tu peux pas revivre ça. Tu vis ça une fois, tu sais. Puis, fait que... puis ça, ben, tu sais, je l'avais pas vu venir. C'était ma fête, puis il y a personne qui... Tout le monde avait... personne me l'avait dit, mais il avait gardé en arrière de la tête, puis ils m'ont fait ça. Fait qu'une espèce de gratitude immense, puis une générosité, là, puis un partage. Fait qu'évidemment, moi, je chasse pas l'outarde comme ça, là, puis je chasse pas l'outarde, c'est pas ma culture, mais on peut vivre ce genre de moment-là là, avec les Inuits, puis c'est extraordinaire, ouais. Quand je t'ai parlé au téléphone, Mathieu, puis je t'ai dit par où on peut aller, c'est la rivière Magpie, j'ai vu ça, puis là,
Là, je me rappelle pas de sa conversation, tu m'as dit, ah non, tu peux pas parler de la rivière Magpie si tu vas pas sur la rivière Magpie. Il faut que tu ailles. Est-ce que tu as l'impression que ça fait ça à tout le monde au final? Tu sais, que quand on fréquente cette rivière-là ou des rivières significatives, pour vous, il y a une forme d'attachement qui prend vraiment tout son sens? Ben, je pense que c'est évident. En fait, à partir du moment que tu as. Écoute, c'est comme un membre de ta famille, par exemple. T'sais, si un membre de ta famille tombe malade, ben c'est un membre de ta famille. Fait que t'es triste, puis t'en prends soin, puis t'es là pour lui, t'es là pour elle. Ben, c'est la même affaire. Si c'est pas un membre de ta famille, si c'est quelqu'un de lointain, ben écoute, tu continues ta vie, tu continues à travailler, puis je veux dire, t'es triste un peu, mais t'es pas si triste que ça que quelqu'un soit malade que tu connais pas, t'sais. Mais c'est un peu la même chose, finalement. C'est quand tu apprends à connaître, quand t'es là, quand t'es proche, ben t'as le goût d'en prendre soin, puis t'as le goût d'être... t'as le goût que la rivière, elle aille bien, t'as le goût que... Puis t'as pas besoin d'être sur la rivière pour avoir le goût qu'elle aille bien. Des fois, juste de... On avait cette discussion-là avec Yann l'autre fois, puis c'est tout à fait vrai. Cette espèce de sentiment-là, des fois, t'es chez toi, t'es pas sur la rivière, mais juste de savoir que la rivière coule librement, c'est déjà un sentiment extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être dessus à tout moment. De la même manière que tes enfants, tu n'as pas besoin d'être toujours avec tes enfants. À partir du moment que tu sais qu'ils sont bien, ils sont ailleurs, mais tu sais qu'ils sont bien, tu es correct, puis ça te donne un sentiment de confort. Tu sais. Fait que voilà, c'est un peu ça. Ouais. T'aurais-tu envie d'ajouter quelque chose, Yann? Ben, oui, quand tu t'as posé la question, Mathieu, il dit, ben, c'est évident, oui, c'est comme ça. Mais moi, vraiment, c'est directement mon vécu. Parce que Mathieu, sachant que je m'intéressais aux rivières, que je m'intéressais à l'arrière-pays, quand je suis arrivé, il a tout fait pour m'emmener sur la rivière Magpie, là, malgré le défi technique, qui est quand même un niveau d'eau vive, de pratique du sport de l'eau vive que j'avais pas, puis qu'il a fallu que je développe. Cette rencontre-là avec la rivière, ça a eu un effet très fort chez moi. Puis, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que j'ai soulevé l'historique qui fait que Mathieu et d'autres se sont donné le défi de rendre réelle l'opportunité pour les jeunes des communautés Innu de la côte de faire cette rencontre-là. Avec la rivière Magpie, ça aurait pu être une autre rivière, mais celle-là, vu qu'elle avait reçu autant d'attention médiatique, il y avait une curiosité autour de ça. Puis on en voit le résultat. Le résultat, c'est que les communautés qui veulent que leurs jeunes maintiennent cette relation-là avec le territoire ont bien vu que la Magpie était un de ces endroits-là où la relation pouvait s'établir de façon marquante, de façon profonde. Puis ça fait qu'aujourd'hui, il y a une solidarité entre les pagayeurs puis les communautés de la région pour voir à ce que cette rivière-là continue d'exister. Là, parce que c'est fort pour les pagayeurs, c'est fort pour la jeunesse Innu, c'est fort pour la redécouverte du territoire, pour la fréquentation du territoire. Mais effectivement, tant qu'on n'y est pas vraiment allé, mais ça compte pas beaucoup dans l'esprit de tout un chacun. Puis ça, c'est très, comme disait Mathieu, là, c'est très humain. Là, on est près des gens qu'on connaît, puis les gens qu'on connaît pas, ben, on les connaît pas, c'est tout. Par rapport à ce que tu viens de mentionner, moi, je suis curieux d'un peu savoir, au niveau, quand que vous avez établi ce partenariat-là avec la communauté Innu, comment c'est fait un peu s'arrimer les différents usages de la rivière, tu sais. Je pense que les deux, vous décrivez une relation qui est quand même, je pense, qui a débuté de manière récréative, mais qui a évolué, puis qui est maintenant rendue bien plus que ça, là, comme que Yann, tu viens de souligner, et Mathieu, qui devient quasiment comme un enfant, un peu, qu'on a une relation comme ça. Comment que ça s'est fait un peu avec la nation Innu, qui a peut-être justement une relation différente, puis qu'il y a des usages différents de cette rivière-là au niveau de cette définition-là pour s'entendre, pour créer un partenariat? Je peux peut-être répondre à ça. Yann était moins là à ce moment-là, là, quand le partenariat avec... ou du moins quand l'alliance s'est créée. Mathieu, tu veux peut-être mentionner l'alliance, tu parles de quoi exactement? Moi, je le sais, là, mais pour... Ouais, OK. En fait, l'alliance Moté Éco Époux,
qui est l'alliance qui a été créée par le Conseil des Inuits d'Equanichit, la MRC de la Mingani, Association Vive Mingani, ainsi que la Société pour la nature et les parcs. Fait qu'en fait, c'était déjà la Société de la nature et les parcs et l'Association Vive Mingani avaient déjà comme une relation établie. Eux autres étaient des spécialistes de la communication. Ils étaient très forts là-dedans. C'est là-dessus qu'ils sont venus nous aider là, à appuyer notre cause. Et puis, on a travaillé, on parlait d'un côté aux Inuits d'Equanichit, qui on sentait qui était tout à fait favorable à la protection du territoire en général. Donc, selon le conseil qu'il y avait à ce moment-là, la rivière Macpail en faisait partie. Et puis, la MRC Mingani, qui, elle, avait, de manière plus, en se basant sur des, entre autres, différents rapports, eux autres étaient venus à être d'accord avec la protection de la rivière Macpail. Donc, c'était de faire asseoir finalement les deux organismes ensemble. Et puis, c'est de là qu'a démarré l'alliance Moteeko-Ipu. Moteeko-Ipu du nom Innu de la rivière. Fait que c'est l'alliance Moteeko-Macpail, en fait, le nom complet. Et puis, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Fait que c'est de là qu'on a amené, on pourrait dire, le débat à un autre niveau, là, et puis que est venu par la suite se greffer l'Observatoire international des droits de la nature, entre autres, là, pour ce qui a fait parler de la Macpail, même à l'international, avec la déclaration des droits juridiques là, de la rivière. Puis est-ce qu'il y a eu des enjeux au niveau de l'usage où tout le monde était d'accord de dire que on peut y aller puis on doit l'utiliser, pas l'utiliser, mais en profiter de cette rivière-là au niveau de l'accès? Écoute, en fait, c'est parce qu'il faut vraiment regarder une carte pour voir l'immensité du territoire. T'sais. Puis on peut pas dire qu'on se pile ses pieds là, en Mingani. Là, je l'avais déjà calculé, là, le nombre d'habitants au kilomètre carré quand tu inclus le nord. Là. En tout cas, on est des 0.00. Là, ça n'a pas de bon sens là, comment il y en a de la place. Là. Il n'y en a pas d'enjeu tant que ça au niveau d'utilisation du territoire ici. Puis en fait, c'est même vraiment très... En fait, quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme le fun, en fait. Là. C'est le fun de rencontrer des gens pendant que tu voyages dans le Nord, mais ça n'arrive pas souvent, je te dirais. T'sais. En tout cas, du moins, pas pour la rivière Macpail, parce que c'est quand même plutôt inaccessible, et c'est plutôt isolé. Puis on est loin aussi du grand centre d'Havre-Saint-Pierre. Fait qu'on peut dire qu'il y a moins de chalets, puis il y a moins d'utilisation par des riverains le long de la rivière aussi. Tu veux-tu rajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais à ça, il y a une dimension qu'il faut garder en tête, c'est que chaque rivière a son propre caractère de par sa géographie, de par ses ressources. Puis les usages sont assez spécifiques d'une rivière à l'autre. Les rivières à saumon, je pense à la rivière Saint-Jean, qui est une rivière où il y a une remontée importante de saumon. C'est aussi une rivière où la navigabilité permettait l'accès au territoire du Nord d'une manière qui est complètement différente de ce qui est possible sur la Macpail ou même sur la Mingan, qui va moins loin, qui n'a pas la même navigabilité. La rivière romaine avait ses usages propres aussi. D'ailleurs, le nom vient d'un usage, on peut passer là-dessus, là, mais les noms attribués aux rivières, les caractères géographiques, et puis les ressources biologiques de chacune des rivières font que les usages sont très différents. Le même projet sur la Macpail pourrait n'avoir aucun sens sur la Saint-Jean ou la Mingan ou la Romaine de par les spécificités de chacune des rivières. Donc les usages sont assez spécifiques. Les usages puis les personnalités. Hein. Chaque rivière de la Mingani, mais je pense que c'est partout ailleurs, mais la rivière de la Mingani sont en général très... sont en général très sauvages. Puis les rivières sauvages, ils ont chacune leur personnalité. Puis leurs personnalités viennent avec le monde qui viennent avec. Fait que eux autres ont leur personnalité, puis qui ont leurs activités. Fait que
c'est vraiment drôle, hein, Yann, la manière que tu l'expliquais, c'est vraiment ça. Hein? Puis, tu sais, les bateaux qui sont utilisés sur la rivière Saint-Jean, l'espèce de grands fretteurs, ben on peut pas les utiliser sur d'autres rivières. Ils s'utilisent juste sur cette rivière-là. La Macpaie, elle a son type de bateau pour tel type de section de rivière. Puis, la Mingan, ben c'est plus une rivière à petits canaux sauvages. Tu sais? Fait que chaque rivière, elle a comme sa personnalité, ses types de pagayeurs, son type de fréquenteurs. Fait que, ouais, ça, c'est très, 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 très intéressant. Là, quand on plonge là-dedans et qu'on on les connaît un peu plus, c'est tout un monde. C'est très riche. On a rencontré Ninou hier, un aîné, et il nous disait qu'il y avait 4 valeurs parce que Inou, il faut le dire pour celles qui ne savent pas, c'est être humain dans la traduction. Et il disait que si on respectait 4 principales valeurs qui sont le respect, l'honnêteté, l'humilité et la spiritualité, ben il y avait naturellement une vie bonne qui s'installait. Je ne l'ai pas nommé comme ça, mais je vais dire ça comme ça. Je te vois là, je vous vois dans le nord où est-ce que tu rencontres jamais personne. J'imagine que ça l'invite un petit peu à l'humilité face à la force de la rivière, face à tout ça. On est quoi là-dedans, nous autres? J'imagine que ça doit être assez intense comme expérience. Je sais pas. En fait, T'es dépendant oui, tout à fait. C'est certain. T'es très humble là, devant quand il se met à mouiller ou... Mais le moment où moi je me sens toujours le plus humble, là, si vous voulez savoir, c'est quand il se met à avoir un orage. Ça arrive souvent là, dans le nord, ici. En fait, sur le bord de la mer, on en a très peu, parce qu'on a peut-être plus un climat maritime, mais il ne faut pas monter très loin dans le nord, là, à 5, 10 ou 15 km. On est comme déjà en climat continental, puis on le voit là, à partir d'ici, on peut les voir, là, les nuages bourgeonnés au nord qui lèvent là, en cumulonimbus. Il y a des orages là, qui se créent au nord, puis des solides orages. Là. Fait un peu comme on peut vivre là, dans la vallée du Saint-Laurent ou dans les Laurentides ou nord de l'Ontario. Fait que ça, là, c'est quand on se retrouve sur une rivière puis qu'il y a un orage l'après-midi, ça, tu peux rien faire pour ça. Hein? Fait que tu vas te cacher. Puis t'attends que ça passe, puis t'espères que c'est pas sur toi que la loterie va tomber, tu sais. Fait que oui, ça amène cette espèce d'humilité-là, évidemment, la rivière, mais tu sais, la vie en nature, là, tout simplement. Là, ouais. Est-ce que tu as acheté quelque chose, toi, Yann, là-dessus? Ben, c'est drôle, moi, c'est une pensée qui est peut-être un peu abstraite, là, mais ce que tu décrivais, se sentir petit, se sentir un peu ce sentiment de vertige par rapport à l'immensité de ce qui nous entoure, moi, je vis ça en ville. Tu sais, quand j'ai l'impression d'être une fourmi parmi des millions certainement des centaines de milliers de véhicules qui vont d'un sens pendant que des centaines de milliers de véhicules vont dans l'autre sens, je pense qu'on peut aussi s'y perdre. Ça dépend peut-être de les repères avec lesquels on développe une familiarité. Quand on vit assez longtemps dans une région comme celle-ci, ça devient familier, cette ampleur-là du territoire. Mais c'est vrai que moi, je suis venu ici pour avoir, d'abord grandi dans le sud du Québec puis dans l'ouest du pays. Puis j'ai découvert des rivières dont je ne soupçonnais pas que la taille puisse exister. Ce volume d'eau qui se déplace là par seconde dans un lieu donné, on a oublié là, ce à quoi ça ressemblait. Dans le sud du Québec, ça ne se retrouve plus. Là. Je veux dire, ça se retrouve à la limite dans le volume d'eau qui passe au fond d'un barrage, là, mais c'est plus visible, ça. Les dimensions d'une quatrième chute de la rivière Macpaie, par exemple, ou de la grande chute de la rivière Romaine qui a maintenant disparu. C'est vrai que cette immensité-là, ça prend un certain temps avant de s'y ajuster. Là. C'est vrai. À tous les invités que je rencontre, je demande quelle est votre relation au vivant? J'ai plein d'indices à vous écouter, mais est-ce que vous aimeriez tenter une présentation de votre relation au vivant aujourd'hui? Ben, personnellement, c'est drôle parce que pour avoir étudié un peu en biologie puis ce genre de choses-là, il y a l'éternel débat à savoir est-ce que la nature est l'expression d'un grand équilibre ou est-ce que la nature est l'expression d'un éternel chaos qui est en sans cesse redéfinition, rééquilibrage. Moi, je suis plutôt... J'observe
le monde autour de moi avec cette impression-là d'observer un chaos qui est un dynamisme constamment renouvelé. Fait que quand je regarde par la fenêtre comme ce qu'on voit dehors, j'ai l'impression de voir des choses qui sont ici maintenant pour le moment, mais qui dans 10 ans pourraient être complètement ailleurs. Puis je sais pas, il y a une poésie là-dedans, il y a une beauté là-dedans. Le fait que l'arbre que j'observe est capable de vivre ici alors qu'il serait incapable de vivre ailleurs, moi ça me fascine. Puis ça, c'est un domaine disons de la science rationnelle qui s'intéresse à ces choses-là, mais au-delà du rationnel, il y a une poésie là-dedans que je trouve fantastique. Puis ça s'étend à l'humain. Comment on fait pour être ici, survivre ici, vivre ici, alors qu'ailleurs, il faudrait être une autre personne pour être capable de le faire? Je trouve ça fascinant. Puis ça, c'est le vivant. Nous comme humains, on est vivants, puis tout ce qui est autour de nous est dans une espèce de danse constante avec les conditions environnantes qui changent de jour en jour, du jour à la nuit, de saison en saison. Ça, je trouve ça vertigineux. Puis ma relation au vivant, c'est de peut-être simplement trouver ça fascinant. Oui, c'est beau, Yann, ce que tu dis. Moi, ma relation au vivant, écoute... en fait, c'est la relation au vivant, la relation au territoire, la relation à la liberté, puis à trouver aussi une espèce de spiritualité dans tout ça. Écoute, moi, je mélange peut-être un peu tout ça. Tu sais, je vois, pour moi, c'est ça. Quand on est ici, là, par exemple, en Mingani, tout est vivant. Vous le voyez, là, pas besoin de... On regarde partout autour de nous, là. En fait, il y a du vivant partout. Du vivant partout, partout, partout. Tout bouge, tout est en mouvement. Puis on est là-dedans, dans cette espèce d'ambiance-là. Autrefois, je t'aurais dit que moi, j'aurais eu besoin de bouger là-dedans, puis d'aller vite, puis de courir dans tout ça pour essayer d'en faire le plus possible. C'était un peu ce que je voulais faire à 17 ans, 18 ans. J'avais soif de voyager, puis d'en voir le plus possible, puis de faire des montagnes partout sur la planète, puis de faire des rivières en Inde, puis de faire, d'être partout, puis de tout voir. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Puis après ça, je me suis ramassé ici en Méganie. J'ai continué un peu ce rythme-là de vouloir un peu courir, un peu pour tout voir. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la relation, juste aussi d'être sur place, c'est quand même bien trippant. C'est juste de la relation là, présentement. C'est cool. Il y a une espèce de sentiment de liberté immense quand tu te retrouves dans des endroits comme ici. Tu vois, ici, on pourrait partir, on pourrait aller marcher ensemble sur le bord de la plage, là. Puis on serait au bout de la plage, puis on regarde au large, on verrait l'île d'Anticosti, un petit peu au sud-ouest, Gaspésie, après on verrait Terre-Neuve. Toutes ces côtes-là sont là, on pourrait y aller, mais on pourrait aussi ne pas y aller, tu sais. Puis ça, c'est cool, juste de savoir que des fois que tu peux y aller, c'est déjà ça la liberté, tu sais. Fait que de ne pas avoir de barrières physiques puis de barrières psychologiques. On peut prendre un kayak demain matin puis on y va, là. Mais juste de savoir que tu peux le faire, c'est déjà ça la liberté, tu sais. Fait que moi, ma relation se traduit aussi, tu sais, de plus en plus comme ça, une espèce de sentiment de plénitude puis de liberté, mais sans avoir besoin tout le temps d'y aller. Je t'en parlais tantôt de la rivière Macpail. Je ne suis pas toujours sur la rivière. Tu sais, la rivière, elle coule si on suit la côte, là, elle coule à quelques 20 km là, ici à l'embouchure. Là. Fait que je ne suis pas toujours dans les eaux de la rivière Macpail. Je ne bois pas tout le temps l'eau de la rivière Macpail. Tu sais. Mais juste de savoir qu'elle coule puis que je peux y aller à tout moment. Quand j'ai envie d'y aller, c'est pour aller pêcher une truite. C'est déjà ça la liberté. Fait que des fois... Fait qu'il faut qu'elle reste libre, il faut qu'elle reste en santé. Puis il faut que le territoire, le plus possible, je pense, reste en santé pour les humains qui y habitent. Parce que je pense que c'est important, ce sentiment-là
de liberté, de savoir qu'on peut y aller, que c'est là tout le temps. Puis que quand on a besoin de... C'est comme aller au garde-manger. On a besoin d'aller chercher une truite. On peut aller chercher une truite, mais on sait que c'est là. Ça donne une certaine sécurité, une certaine... certains sentiments qui est très important pour l'humain. Voilà, c'est comme ça, je te dirais ça. C'est drôle, tu parles de poésie, j'ai tellement l'impression qu'il est dans la poésie, tu trouves pas? Oui, ben, puis c'est drôle parce que ce que j'entends de Mathieu, puis pour avoir connu la région ici, il y a vraiment une notion de prélèvement puis de subsistance aussi qui est au cœur de la relation des gens de la région avec le vivant. Le vivant, c'est ce que tu as besoin de manger, c'est le poisson, c'est les petits fruits, c'est ce que tu es capable de faire pousser dans ton jardin, ce qui n'est pas évident dans la région ici. Fait que le vivant, c'est aussi vraiment une source de subsistance qui, à nouveau, est apparente ici, alors que dans des grands pans de ce que l'humanité connaît, ta subsistance, elle vient du magasin, là, elle vient du supermarché. Ici, c'est beaucoup plus, pour utiliser le mot anglais, là, in your face. Là. Tu le vois que le poisson sort de la mer, tu le vois que dans les pratiques des gens, la relation au vivant, c'est aussi aller chercher de quoi s'alimenter, de quoi se construire, de quoi bâtir quelque chose. Voilà. Ouais, Ça, c'est très vivant aussi, là, parce que l'humain a toujours été comme ça, là, je veux dire. Puis ici, ça s'observe. C'est trippant, ça. Ouais, il y a vraiment de la richesse. Beaucoup, beaucoup de richesse. Quand la nature est sauvage, il y a de la richesse incroyable. Là. Partout, tu sais. Fait que c'est bon de se sentir dans un environnement comme ça. Que ce soit champignons, petits fruits. On peut subsister, hein. Ici, il n'y a pas besoin de... ben oui, les magasins pour acheter une bière. Ou, ça, on n'en fait pas, mais on peut, puis c'est vraiment, comme disait Yann, c'est vraiment dans la culture locale, de plus en plus, les Inuits aussi se le réapproprient. Hein, il y a eu une perte, là, un peu de repères, entre autres à cause des événements qu'on connaît, là, ils ont envoyé les Inuits dans des pensionnats. Voilà, je cherchais le mot. Là. Entre autres à Sept-Îles, puis ça a été, pour me l'être fait raconter, entre autres par une aînée qui est décédée aujourd'hui, qui justement était une personne que je respectais énormément, qui était justement son territoire, c'est tout le grand lac Macpay. Là. Fait que William, qui se nommait, avec William m'a tout raconté un peu cette espèce d'époque-là, tu sais. Mais une espèce de résilience incroyable, tu sais, puis la nature aide beaucoup, tu sais, à revenir à ça, puis à l'espèce de richesse de la nature. Puis il faut que la nature soit en vie puis en santé pour permettre un peu une espèce de guérison, certainement, là, dans ce sens-là. Mais je te dirais, à un autre niveau, peut-être, là, on l'est tous un peu blessés, tu sais, je dirais. Puis la nature, ben, elle aide cette espèce de guérison-là. Fait que moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à vivre. Ouais. C'est tellement précieux ce que vous venez d'amener aujourd'hui. Le temps a filé, on est déjà rendu à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot, message à donner à quiconque écoute le balade d'aujourd'hui? Ben, personnellement, moi, je voudrais vous remercier, vous qui vous êtes déplacés, qui vous intéressez à ces questions-là, parce que dans les démarches que Mathieu et moi, on a pris ensemble là, par rapport à ci ou à ça, des fois, on se sent un peu seul, hein? On rame des fois dans le désert un peu. Là. Fait que ce genre d'attention-là, ça fait du bien aussi. Là. Merci. Tellement plaisir. Moi, je n'ai rien à rajouter. Merci énormément de votre action. Puis je souhaite longue vie à la rivière Macpay, à toutes les grandes rivières sauvages de la planète. Et plus largement là, au milieu naturel là, qui souffre énormément aujourd'hui puis qui sont en voie de souffrir énormément avec tous les grands projets de développement qui sont en voie sur la planète. Là. Fait que des fois, pour
des fois, sans re-rentrer dans la discussion, là, mais on va, pour les gaz à effet de serre, on va sacrifier beaucoup de territoires naturels. Et puis, je pense que faut pas oublier que c'est aussi les territoires naturels qui permettent, qui soutiennent la vie sur Terre. Fait que ça me tient énormément à cœur aussi. Je pense que ça vaut la peine de préciser ta pensée parce que je l'ai vu, c'était drôle hier. Quelqu'un qui photographiait une super belle forêt qui avait disparu avec plein de panneaux solaires. À un moment donné, il y a une forme de protection aussi qu'on doit établir. C'est à ça que tu faisais référence? Oui, puis je dirais que ça vient... Écoute, je pense qu'on peut plus... c'est devant nos yeux maintenant. Il faut vraiment que l'humanité trouve le moyen de ralentir parce que la Terre a atteint certaines limites, là. Puis je pense que c'est très clair. C'est prouvé, c'est documenté. Les organismes internationaux le disent. Fait que mais s'arrêter dans des milieux artificialisés, je pense que ça va être difficile. En tout cas, j'entrevois mal comment on peut survivre, du moins, ou que ça pourrait... ça va être plus difficile, certainement. Mais moi, je peux très bien entrevoir de ralentir dans un territoire comme ici, tout à fait naturel. Merci Yann. Merci Mathieu. Merci Charles d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté. À la prochaine. Merci. Biam gentimu sumnu nasita mesknu ispetel mata ate quape ispetel mata te mando chinwa mesknu umenuen pasekutar spoatitar liunte asi de baci tout est nano desque-toi simnu canita petite nemuta yam gentimo somnot we ah we yo we ah we yo we ah we yo we ah we yo ya we yo we ah we yo we ah we yo pasekutar spoatita liunte asi de baci tout est nano desque-toi simnu canita petite nemuta yam gentimo somnot we ah we yo we ah we yo we ah we yo we ah we yo ya we yo we ah we yo we ah we yo pasekutar spoatita iunte asi te paci tout est nano pasekutar spoatita iunte asi te paci tout est nano tout est nano we yo tout est nano we yo tout est nano pasekutar spoatita iunte asi te paci tout est nano desque-toi simnu canita petite nemuta yam gentimo somnot we ah we yo we ah we yo
we we ah we yo, we ah we yo, Yahweh yo, we ah we yo, we ah we yo, Timusum nuts. Oh là là.